Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va répondre aux questions de la communauté suite au lancement du hashtag AskMeAnything que j'ai lancé dans la précédente vidéo. J'ai essayé de tirer bien entendu les questions les plus pertinentes, les questions qui avaient été les plus likées sur les réseaux, mais il y en a eu tellement partout qu'on a dû faire une sélection. Donc je m'excuse si on ne répond pas à tout le monde, on fera en sorte de faire ce format un peu plus souvent si ça vous intéresse. La première bonne nouvelle depuis la dernière vidéo d'il y a quelques jours, c'est le Bitcoin. Évidemment, le Bitcoin a pris 5% aujourd'hui, on est sur 41 350 $ pièce aujourd'hui, ce qui fait de la capitalisation globale du Bitcoin 770 milliards de dollars. Et le CoinMarketCap global a passé les 1100 milliards. Ce qui est historique évidemment, tout comme le prix du Bitcoin, alors qu'Ether, lui, commence simplement à se rapprocher de la valeur max qu'il avait connue en 2017, puisqu'il était monté à 1200 €, et là il est à peu près à 1200 $, donc un peu moins, mais il n'y a que Bitcoin qui surperforme et qui a déjà dépassé de très loin le maximum qu'il avait atteint en 2017. On va pouvoir passer à vos questions. C'est un petit peu en deux phases. Les premières questions sont des questions vraiment spé crypto sur le marché et sur la folie qu'on est en train de vivre en ce moment. La deuxième partie de cette vidéo sont des questions un peu plus diverses, évidemment liées aux crypto-monnaies et au monde de la blockchain, mais qui peuvent me concerner ou non et qui sont des fois plus indirectes. La première, c'est Sylvain et Audrey qui nous la posent. Tu parles de Litecoin, tu penses qu'il va prendre de la valeur à moyen ou long terme. Alors déjà, deux choses. Pour tous ceux qui nous envoient des MP un peu sur tous les différents réseaux, de base, on ne répond pas est-ce qu'une crypto va monter ou descendre. On n'en sait rien. On n'a pas de boule de cristal. Malgré tout, Bitcoin prend énormément de valeur et des fois, il corrige. C'est-à-dire qu'il y a des retracements et il perd un petit peu de valeur avant soit de s'effondrer, j'espère que ça ne va pas être pour tout de suite, soit de reprendre sa course à la hausse comme il l'a fait quand il a rebondi sur les 40 000 $ pour aller taper tout de suite un nouveau palier à 42 000 très peu de temps après. Généralement, quand le Bitcoin perd un peu de sa valeur, comme je l'avais expliqué dans la dernière vidéo, ça va prendre de la liquidité. Beaucoup de gens sortent de Bitcoin quand ils le trouvent trop haut, encore une fois c'est subjectif, et vont l'injecter dans d'autres crypto-monnaies. C'est ce qui a fait que l'Ether a explosé et qu'il est passé de 600 $ à plus de 1000 $ depuis la dernière vidéo. Eh bien je pense que Litecoin fait partie de ces grosses monnaies qui peuvent profiter d'un Bitcoin qui s'essouffle un petit peu ou qui reprend juste sa respiration. Si jamais on a un Bitcoin qui tape les 45 ou les 50 000 $ et qu'à un moment il rend un petit peu de la valeur qu'il a accumulée, pour moi, tout comme Ether d'ailleurs, le Litecoin fait partie des cryptos qui peuvent prendre de la valeur. Encore une fois, c'est très subjectif et on ne sait pas ce que va faire Bitcoin, donc on ne peut pas définir à l'avance ce qui va se passer pour Litecoin. En attendant, il fait partie des quelques grosses monnaies qui ont cette carte à jouer dans les semaines à venir. En parlant de messages sur les réseaux sociaux, hier, en moins d'une heure, on a reçu plus de 260 messages privés. C'était un record. Sur Facebook, Twitter, Instagram, les réseaux sociaux, LinkedIn. Évidemment, on n'arrive plus à répondre à tout le monde. C'est-à-dire qu'en une heure de travail, on ne peut pas répondre à 260 personnes. Et pourtant, je ne suis pas tout seul. Il y a également Thibaut, il y a également Thomas. Des fois, il y a Artem. Enfin, il y a vraiment beaucoup de monde qui répondent derrière nos réseaux. Excusez-nous si on passe un petit peu certaines questions. Et encore une fois, évitez les questions de base. Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va descendre? On ne peut pas vous répondre. Et il y a même certaines personnes qui, quand on leur répond, elles réenchaînent sur une autre question, puis une autre, puis une autre. Et en réalité, c'est une discussion. On ne peut pas suivre 1000, 2000 discussions permanentes. C'est juste ingérable. Mais on va essayer de répondre à un maximum de personnes. Surtout qu'il y a des débutants qui arrivent et qui posent des questions qui sont essentielles à leur sécurité quand ils investissent dans un marché aussi volatile que celui des crypto-monnaies. Une autre question. Partages-tu la stratégie du hold long terme, 5 à 10 ans? Est-ce que tu penses qu'elle est pertinente? Acheter un peu régulièrement et parier sur du très long terme? Merci de ton avis. Donc là, on parle du DCA. Le DCA, c'est le Dollar Cost Average. Donc le but, ça va être d'avoir une crypto-monnaie, d'avoir un prix moyen. En gros, vous achetez un Bitcoin aujourd'hui à 5 000 $ et demain, vous achetez un Bitcoin à 10 000 $. Votre DCA est de 7 500 $. En fait, quand on fait du DCA, c'est pour éviter de jouer sur la volatilité. On ne regarde pas est-ce que la monnaie va exploser demain ou est-ce qu'elle va s'effondrer. On se dit, bon, j'en achète un petit peu tous les mois pendant un an et ça va me permettre d'avoir un coût moyen d'acquisition. Pour moi, c'est une bonne méthode. Évidemment, elle est bonne la plupart du temps. Commencer un DCA quand le Bitcoin swing aujourd'hui, c'est un peu moins pertinent selon moi. En tout cas, c'est la période où globalement,
Là, les gens qui vont profiter de ce marché sont les gens qui s'étaient positionnés depuis longtemps. Mais c'est très intelligent, surtout pour un débutant ou pour quelqu'un qui n'a pas le nez tout le temps dans les crypto-monnaies. C'est pour moi la méthode la plus mature d'investissement pour une personne qui n'est pas constamment le nez sur les marchés des cryptos. Et ensuite, le hold long terme, c'est également une valeur que je rejoins parce que sur du court terme, Bitcoin peut perdre 10% ou 20% de sa valeur. Ça ne veut pas dire qu'il est 10 ou 20% moins utile. Ça veut simplement dire qu'il y a eu des gens qui en ont vendu et donc ça a fait baisser son prix. Le fait de parier sur 5 ou sur 10 ans, donc du très long terme, on va vraiment aller parier sur le fondamental, l'utilité réelle de la crypto-monnaie, son vrai usage et le fait que dans 5 ou dans 10 ans, elle aura sa place. Donc je pense que c'est une très bonne chose à faire, surtout pour les débutants. Si aujourd'hui j'achète 30 € de Bitcoin, que je reviens dans 1 à 2 ans et qu'il a doublé, cela veut dire que je peux sortir 60 €. Si oui, comment les sortir? Ça veut un peu tout et rien dire, mais en gros, il suffira de revendre tes bitcoins contre des fiat, des euros ou des dollars, sur la plateforme où tu les as achetés, et puis au moment de retirer, tu vas pouvoir saisir ton RIB. Pour le coup, la question est assez basique, ma réponse aussi. Quelles sont les meilleures stratégies d'investissement pour 2021 avec ces bull runs de partout, sans donner de conseils en investissement, bien sûr? On la voit venir. Pour être franc, c'est ça qui est très compliqué à définir, car tout le monde a des stratégies différentes. Et c'est pour ça que, pour moi, la bonne stratégie, c'était de s'intéresser aux crypto-monnaies avant que tout le monde en parle et de se positionner avant qu'il y ait cette prise de valeur. Il n'y a pas une stratégie intelligente à suivre aujourd'hui. Et encore moins de stratégies qu'on peut déjà donner comme stratégie gagnante. Sinon, ce serait trop facile. Malgré tout, je pense et je recommande à ceux qui étaient rentrés avant cette explosion de prix de suivre la stratégie qu'ils ont définie. Par définition, c'est très souvent, en tout cas pour ceux qui me suivent, une série de ventes par palier. C'est des gens qui se sont dit, j'ai acheté mon Bitcoin à tel prix, j'en vendrai une partie à tel prix, une autre partie à tel prix. Et s'il atteint telle valeur, là, je considère qu'il faut que je liquide mon investissement. Sachant que moi, je garde toujours un petit peu, même quand j'ai un palier de vente et que je me dis, s'il atteint tel prix, je vends tant de pourcents. S'il atteint un palier au-dessus, j'en revends encore. J'en garde toujours un peu. Parce que déjà, Bitcoin me fait rêver et que ce n'est pas uniquement pour son prix. Et à chaque fois que j'ai totalement soldé ma position Bitcoin, je me suis dit, j'aurais dû en garder un petit peu. Même s'il perd de la valeur derrière, j'aime en avoir toujours et me dire, on n'est pas à l'abri d'un coup de chance. Très clairement, Bitcoin peut nous faire rêver, il peut exploser et il peut nous faire vivre des moments incroyables comme il l'a déjà fait en 2017. J'en garde toujours un petit peu, quelle que soit la monnaie. À partir du moment où j'y crois vraiment, fondamentalement, même si je revends car je sais que la spéculation pipe un petit peu le prix et qu'on est dans une phase où le prix devient dément uniquement parce qu'il y a de la spéculation dessus et pas pour sa valeur fondamentale, même dans ce cas-là, où j'en liquide, j'en garde un petit peu parce que je me dis, on n'est pas à l'abri d'une surprise, on n'est pas à l'abri d'une explosion, d'un prix incroyable qui pourrait arriver et du fait qu'il n'y ait jamais plus de prix abordable comme on l'a connu, en tout cas. Malgré tout, dès que ça devient déraisonnable par rapport à mon point d'entrée, je réalise un profit raisonnable et raisonné en suivant cette stratégie que j'avais définie quand les cours ne bougeaient pas. Parce que c'est à ce moment-là qu'on est le plus pertinent et le plus à même à prendre des décisions intelligentes. C'est Fino qui nous envoie un message sur Twitter cette fois. Que penses-tu de l'évolution à venir d'Ethereum avec l'Ether 2.0 et le développement de concurrents en attendant sa transformation? Alors sur Ether, je vous renvoie vers la vidéo transformation vers Ether 2.0. J'ai fait une vidéo pour expliquer la transition technique qu'Ether fait pour aller vers un réseau qui sera beaucoup moins coûteux et beaucoup plus scalable en fait, puisqu'à l'heure actuelle, le réseau Ether est surchargé et les moindres frais de transaction sont exorbitants. Si vous essayez d'envoyer, je sais pas moi, des USDT sur le réseau Ether, pour 100 $, vous avez 8 $ de frais. Alors évidemment, c'est toujours ceux qui vont envoyer des petits montants. Celui qui paye 10 $ de transaction, qui paye 8 $ de frais, lui, il s'est fait assassiner. Quelqu'un qui envoie 50 000 $ et qui paye 8 $ de frais, il s'en fiche. Mais le réseau Ether, lui, ne regarde pas les petits ou les gros montants. Une transaction, c'est une transaction. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc je pense qu'Ether a vraiment besoin de cette transition vers un Ether 2.0. Ça va mettre un petit peu de temps, mais Ether est une très grosse Formule 1. On va changer le moteur d'une Formule 1 en pleine course, donc ils doivent faire ça étape par étape. Et donc ça va durer encore un peu de temps. Et c'est pour ça que les concurrents, donc tous ceux qui proposent des blockchains qui ont une façon de procéder différente, comme Polkadot, comme Elrond, comme Solana, je pense que c'est important. Vous savez, je pense qu'on peut vraiment couper les projets blockchain en deux grosses catégories. Ceux qui utilisent la blockchain pour améliorer et créer des solutions et pour en gros tout simplement régler des problèmes du monde qu'on connaît aujourd'hui, des problèmes qui n'avaient pas encore de solution, ou alors des gens qui créent des projets pour améliorer la blockchain.
En gros, c'est ce qu'on voit. Il y a beaucoup de projets qui vont s'appliquer au monde du sport, au monde de la musique, au monde du jeu vidéo. Ça, c'est vraiment du développement de ce qui existe déjà. Et on veut l'améliorer grâce à la technologie blockchain. Mais il existe cette autre catégorie qui sont encore sur le développement de l'outil. En mode, la blockchain va changer le monde, ok. Mais la blockchain, pour l'instant, on n'a pas exploré tout son potentiel. On peut faire des blockchains plus rapides, des blockchains qui consomment moins, des blockchains qui sont plus performantes. Et ça, je pense que c'est nécessaire. Alors, pour répondre aux concurrents d'Ether qui se veulent améliorer le réseau et proposer une solution blockchain encore plus scalable qu'Ether, je pense qu'il va y en avoir plein, qu'il y en a déjà des très très gros. Si on regarde comment fonctionne Algorand, Elrond, Polkadot, Tezos, on a de quoi se dire, ok, il y a vraiment de la révolution. Ou encore Solana, que j'ai présenté il n'y a pas longtemps sur ma chaîne à travers le projet Serum Project. Je pense vraiment qu'il y a des technologies et qu'on n'a peut-être pas encore trouvé la blockchain parfaite. Mais c'est uniquement quand des projets essayent de penser différemment ce qui existe déjà qu'on peut explorer toutes les possibilités et finir par trouver la version ultime qui sera adoptée et utilisée par tous. Ça veut également dire que beaucoup de ces projets, une fois qu'on aura trouvé mieux, quand un projet A proposera mieux qu'un projet B, on va délaisser le projet B. Donc je pense que sur 4-5 ans, il va y en avoir beaucoup, qu'il va y avoir des projets qui vont exploser, notamment ceux qu'on connaît et qu'on utilise déjà. Par contre, il y en a certains d'entre eux qui soit vont devoir évoluer, soit vont mourir une fois qu'on aura trouvé une technologie plus performante. Donc ça va être un accélérateur, je pense que ça va être des bons placements pendant qu'on fait ces recherches et qu'il y en a certaines qui vont exploser alors que d'autres vont littéralement mourir. Tout simplement. Et comment tu vois l'Ether sur le moyen long terme? Je ne réponds bien entendu pas à cette question. J'aimerais to the moon. Je pense qu'il peut prendre encore beaucoup de valeur, mais ça dépend d'énormément de choses. On ne peut déjà pas comparer cette situation à ce qu'il y a eu en 2017. Le Bitcoin ne tire pas l'Ether de la même façon, du moins pas pour le moment. Ça pourrait vite le devenir, mais il ne tire pas l'Ether et les autres monnaies de la même façon qu'il l'avait fait en 2017. Comment t'es venue l'idée de Just Mining? C'est un abonné. C'est un abonné qui, je présentais un mineur, j'en ai monté un et j'ai galéré pour montrer comment fonctionne le minage de crypto-monnaies. Et j'ai tout simplement expliqué comment ça fonctionnait, j'ai expliqué que c'était rentable, et il y a un abonné qui a dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas une entreprise qui crée le mineur, mais un mineur que tu as juste à brancher à l'électricité, à Internet et à brancher sur Play. Il va miner de la crypto-monnaie, il échange les commissions en euros et il les paye sur ton compte courant. Et là, tilt. On a monté Just Mining, qui depuis s'est diversifié, qui fait du stacking, des masternodes, d'autres solutions de sécurisation de blockchain, pas que des machines que vous avez chez vous. Alors ça, c'est pas une question. Je me permets quand même de l'afficher à l'écran. Je dois avouer que ceux qui sont tombés sur ma chaîne au tout début, et encore à l'époque c'était totalement inconscient, parce que j'invitais les gens à acheter de l'Ether à 6 $, mais je savais même pas ce qu'était un conseil en investissement à l'époque, pour vous dire. Donc les premières personnes à qui j'ai fait investir sur Ether, heureusement, l'Ether a explosé derrière et ces gens ont gagné beaucoup d'argent. J'ai des abonnés qui sont devenus millionnaires à ce moment-là. Mais heureusement que ça a été dans ce sens-là, parce que je ne vais pas vous mentir, je ne mesurais pas la portée de mes paroles et de mes conseils. Si l'Ether s'était effondré à 10 centimes d'euros, j'aurais été très mal à l'aise à ce moment-là et je n'avais pas du tout pensé qu'il y a des gens qui allaient s'engager autant et investir autant sur mes conseils à l'époque. En tout cas, tout est bien qui finit bien. Super Grenousse qui me demande si je pourrais refaire une vidéo sur le minage de crypto-monnaie en 2021. Oui, je vais la refaire. Je pense même en refaire une un petit peu avant. Je ne sais pas si ce sera celle-là ou si je vais devoir la faire un peu avant. On a énormément de demandes sur les machines et je pense qu'il faut faire attention. Pour deux grosses raisons. Premièrement, le fait que tout le monde calcule la rentabilité d'une machine à l'instant T. Très facile de regarder un Bitcoin à 40 000 € et dire « Waouh, le minage c'est rentable, il faut que j'achète une machine tout de suite ». Alors qu'en réalité, le Bitcoin ne va pas rester. Alors, il va peut-être monter encore plus haut, attention, mais il risque à un moment de reperdre de la valeur. Ou alors, s'il monte très très haut, c'est la difficulté de minage, donc le nombre de personnes qui minent qui va augmenter. Ce qui veut donc dire, quoi qu'il arrive, que le calcul de la rentabilité, que l'on appelle le calcul de rentabilité instantanée, en regardant là, maintenant, tout de suite, telle machine, elle consomme combien d'électricité, elle rapporte combien, c'est pas un calcul qui est viable. C'est-à-dire que dans 3 mois, ce calcul ne sera plus bon et les gens doivent le savoir. Donc je pense que je ferai une vidéo là-dessus, également pour parler du trading, du fait que les vendeurs de machines, et là c'est clairement le cas de Just Mining, on se retrouve avec des fournisseurs qui augmentent les prix de vente et donc on augmente nous-mêmes les prix de vente qu'on fait et vous vous retrouvez à acheter des machines qui coûtaient 2 fois moins cher il y a 2 mois. Il faut avoir ça en tête. Et il faut faire attention si vous achetez et si vous vous intéressez au minage, surtout si vous êtes débutant. En ce moment, je pense que pour un débutant, acheter une machine de minage dans la période qui est début d'année 2021, c'est vraiment trop risqué. Les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière.
Séverin qui nous pose énormément de questions et qui est l'un des plus fidèles abonnés de la chaîne. Il me soutenait déjà alors qu'il y avait vraiment une poignée d'abonnés qui étaient là. Un petit clin d'œil à toi. Je ne pourrais pas répondre à toutes ces questions, tu t'en doutes, on va traiter la première. Pourrais-tu nous donner la liste des entreprises que tu as créées et/ou que tu as significativement aidé à créer? Ok, alors il y en a vraiment beaucoup, il y a plein de projets, je ne sais même pas lesquels je peux mentionner, lesquels je ne peux pas pour certains. En attendant les grosses boîtes dans lesquelles j'exerce, il y a forcément Just Mining qui est une idée partie de la chaîne. Il y a également Descoin qui est un broker qui travaille main dans la main avec Just Mining mais également avec d'autres entités françaises. Il y a également Vivoca dans laquelle je contribue, mais c'est une entreprise qu'a fondée mon frère, qui est une entreprise dans la reconnaissance vocale. Un jour, je vous en parlerai parce que ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. C'est une boîte qui est tout aussi grosse que Just Mining, pour vous dire, ils ont plus de 25 personnes à temps plein. Et Vivoca, eux, c'est vraiment l'extraction des sentiments dans la voix, mais également le contrôle de toute chose et la création d'un assistant vocal très facilement. Pour le résumer en une phrase, fermer tes volets, Google Home peut le faire pour toi. Par contre, si tu es le patron de Peugeot et que tu veux faire un assistant vocal sur mesure pour aider tes employés à concevoir des moteurs, ben Google Home, il va rien comprendre. Vivoca te permet simplement en fait de créer cet assistant vocal. À côté de ça, on a rejoint une société française et on collabore avec Waltio, qui elle aide les particuliers à déclarer leurs impôts. Mais à côté de ça, on est dans pas mal d'autres structures. On a également rejoint Cruxpool, qui est une pool de minage qui n'a pas de frais cachés par rapport à toutes les plupart des pools de minage que vous pouvez connaître. Et on essaye de développer encore plus le monde de la crypto. Mais à côté de ça, on a d'autres petits projets. Il y a des sociétés qui sont dans l'immobilier, une professionnelle, une personnelle. Et à côté de ça, on a même une société qui travaille et qui développe un dispositif pour déplacer des explosifs. C'est encore à un stade de projet aujourd'hui, c'est pas une structure, mais pour vous dire à quel point, dès qu'il y a quelque chose qui nous plaît, dès qu'on a les ressources et qu'on peut être pertinent sur un domaine, on essaye de voir si on peut créer de la valeur. Quand c'est le cas, généralement, ça devient une personne morale, donc une société qu'on va développer. Quand c'est pas le cas, eh ben, on abandonne l'idée parce que c'est des choses qui arrivent. On se doit d'avoir des idées qui ne sont pas rentables. Ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat et on considère plutôt des erreurs comme des expériences que comme des bêtises parce que sinon, autant vous dire qu'on en aurait fait beaucoup de bêtises. À quel point c'était difficile d'acheter du Bitcoin en 2010 je vais pas mentir, je ne le sais pas, j'étais pas là. Je sais que c'était compliqué parce qu'il y avait très peu de brokers. En gros, c'était vraiment du peer-to-peer. On devait trouver quelqu'un qui voulait en vendre pour en acheter. Je crois que c'est en 2012 ou 2011 qu'il y a eu les premiers faucets. En gros, des sites où tu vas, tu as des pubs qui apparaissent, tu cliques sur un bouton et tu reçois une miette de Bitcoin. À l'époque, la miette, c'était 5 Bitcoins. Et vous pouviez les demander tous les jours. Oui, vous pouvez pleurer comme tout le monde dès maintenant, tout de suite. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il ne valait rien. C'est-à-dire que les gens qui avaient monté des faucets avaient fait ça pour rendre le Bitcoin plus connu, pour dire aux gens, venez, on va vous montrer comment recevoir un truc qui n'a aucune valeur de façon décentralisée. Et c'était là la beauté de la technologie, parce qu'à l'époque, on ne regardait pas l'argent, on regardait vraiment l'utilité. Roger qui nous pose une question, est-il prévu une application Just Mining en 2021? J'ai pas le droit d'en dire plus. Rien que le clin d'œil, je vais me faire engueuler. Potiron qui nous pose une question sur YouTube, je crois. Salut, j'ai une question. Je parle souvent des cryptos à mon père et il n'est pas trop dans les cryptos. Il a un argument dont je n'arrive pas à défendre. Il me dit, si un grand peuple comme les États-Unis d'Amérique dit que le Bitcoin est illégal, tout s'écroule. Comment se défendre contre cet argument? Alors, en réalité, déjà, il ne faut pas essayer de se défendre contre tous les arguments. Oui, si l'intégralité des pays de la planète, plus personne, le réseau Internet bloque les crypto-monnaies et l'accès direct aux blockchains, si d'un coup, consommer, utiliser et avoir des crypto-monnaies fera de vous un homme passible de la peine de mort, oui, ça va être compliqué pour les cryptos. Faut être d'accord, à un moment, il faut être capable de dire, oui, si on met toutes les conditions contre les crypto-monnaies, à un moment, ça peut aller mal, très clairement. Par contre, rappelons quand même que le Bitcoin a été créé pour se défaire des tiers de confiance. Et c'est d'ailleurs la seule chose qu'un peuple gigantesque comme celui des États-Unis d'Amérique pourrait interdire légalement le Bitcoin. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire, interdire son utilisation. Parce que tu ne peux pas l'interdire techniquement, tu ne peux pas l'arrêter, à part si tu interdis totalement Internet. Donc, déjà, je ne vois plus comment c'est possible. Déjà parce que des institutionnels se sont basés dessus, qu'il y a certains États des États-Unis qui veulent mettre une partie de leur réserve nationale sur le Bitcoin, qu'il y a une régulation en cours, que la SEC a déjà validé des projets, ils ne peuvent plus les invalider par la suite. C'est-à-dire que là, ça s'est développé dans le bon sens d'un point de vue régulation. Même si c'est un peu trop strict dans certains endroits, ça s'est développé dans le sens où c'est légal. En plus de ça, il y a des géants dans le monde entier, des entreprises comme PayPal par exemple, et Facebook qui commencent à travailler sur ces technologies, ou encore Amazon. Autant vous dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière, théoriquement. Mais s'ils venaient à tout interdire publiquement, ils devraient avoir une très bonne raison, parce que sinon c'est l'opinion publique qui se dresserait contre eux,
Et à partir du moment où l'opinion publique est de continuer à utiliser les crypto-monnaies, je ne vois pas comment ils peuvent techniquement l'interdire. Si tu mets ces trois informations bout à bout, le fait que ça a déjà été régulé dans le bon sens, dans le sens de l'acceptation tout du moins, le fait que des géants et il y a de plus en plus d'usages, ça devient utile. On commence à se dire comment on peut se passer de cette technologie ou en tout cas on veut l'adopter car elle est vraiment pertinente. Et en plus de ça, tu rajoutes le fait que même s'ils veulent l'interdire, ils ne peuvent que l'interdire d'un point de vue légal, mais pas du tout d'un point de vue technique car ce n'est pas faisable. C'est le concept du Bitcoin, il est inarrêtable, c'est une boule de neige. Et bien là, on dézoome et on se dit ok, je ne vois plus comment c'est possible. Frozen Till qui nous dit « Salut Asher, j'espère que tu vas bien. » Lui aussi, ça fait un petit moment qu'il nous suit et qu'il nous supporte. Merci à toi. Quels sont tes objectifs pour 2021 et à combien tu penses voir le Bitcoin au top du bull run? 50, 100K, encore plus, point d'interrogation. Où est-ce que j'espère le voir le plus haut possible? Évidemment. Puisque quoi qu'il arrive, ne serait-ce que pour son adoption, ça va faire du bruit, ça va faire du bien. Plus ça va être fou, plus il y a des gens qui vont se casser les dents d'ailleurs. Hein. Les débutants qui arrivent maintenant et qui n'ont pas connu ce qui s'est passé en 2017, ils vont vraiment se faire du mal. Il y en a qui vont perdre de l'argent. C'est ce qui m'inquiète un petit peu aussi. Malgré tout, je pense qu'il a le potentiel d'aller taper les 50 000 $, ça c'est certain. Il a déjà tapé les 42 000 il y a quelques heures. À côté de ça, les 100 000 $ aussi. Certains médias le donnent même à 150 voire 200 000 $ dans l'année qui vient. Ça va dépendre de trop de choses. Avec le flou qu'on a sur cette crise sanitaire, le fait que si le Bitcoin est considéré pour certains comme valeur refuge, c'est pas le cas pour d'autres. Parce qu'une valeur refuge, c'est quand même rarement une valeur qui fait x4 en très peu de temps. Pour moi, elle est encore trop volatile pour devenir une valeur refuge. Mais pour moi, ça reste l'or numérique. Bien qu'il n'ait pas la propriété valeur refuge de l'or, d'un point de vue caractéristique, il a une rareté. Il est totalement immuable, on ne pourra pas en créer plus. Il y a ce côté qui fait que le Bitcoin peut, sur une certaine tendance, et si on a des géants institutionnels qui décident d'investir dessus, aller taper les 100 ou les 150 000. Mais il y a de grandes chances, s'ils les tapent, qu'ils se réeffondrent et qu'ils repassent sur une valeur peut-être inférieure à celle qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui fait que acheter du Bitcoin, c'est bien, mais il faut surtout savoir les vendre et au bon moment. C'est pour ça qu'un débutant, même s'il achète maintenant que le truc fait x2, il peut perdre de l'argent. C'est ça qui est fou, en fait. Et donc, franchement, qui vivra verra. Bitcoin, j'attends plus, j'ai plus de boule de cristal. Ça fait 6 ans qu'il me retourne la tête et qu'il retourne mes nuits. Je ne suis plus surpris de le voir exploser le matin, tout comme je ne suis plus surpris de le voir perdre de la valeur. Et je me cantonne au développement de ses fondamentaux et à essayer de développer des projets autour de cette technologie blockchain, plutôt qu'à dire quelle valeur il peut atteindre, puisque ce n'est que de la pure spéculation et on pourrait la jouer au pile ou face, cette information. Nicolas Mauclair qui nous demande « J'ai acheté la première fois mes bitcoins au mois de mars et mon investissement a quasiment triplé. Avec aussi certains airdrops. Si je veux revendre, suis-je obligé de les déclarer? » Alors, si tu veux les revendre contre des stablecoins, non. La loi française, à l'heure actuelle, ne te l'oblige pas. Si tu restes en stablecoin et que tu conserves tes stablecoins, donc exposition dollar, mais plus exposition crypto, parce que tu seras parti sur un stablecoin, tu n'es pas obligé de déclarer ta plus-value et donc de payer un impôt dessus. Malgré tout, si tu veux changer ça en euros et le redescendre sur ton compte en banque, là, tu as réalisé de la plus-value. Et imaginons que tu aies une seule entrée, tu as investi 300 €, une seule sortie, tu sors 900 €, tu vas devoir payer évidemment ta flat tax, donc tes 33% sur ta plus-value, et donc tes 33% sur tes 600 €, bien entendu. Salut Asher, pourquoi il n'y a plus le chat sur Just Mining? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il y avait un petit chat quand vous arrivez sur le site où vous pouviez poser vos questions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Just s'est enregistré en déposant un dossier de prestataire et de services d'actifs numériques auprès de l'autorité des marchés financiers. Quand on a commencé, c'est une activité qui n'existait pas. Aujourd'hui, elle est régulée. On a donc fait un dossier pour fournir toutes nos différentes méthodes de sécurisation, nos différents processus d'anti-money laundering, donc contre le blanchiment d'argent, etc., etc. On fournit des détails à l'autorité des marchés financiers pour qu'elle nous valide. On avait une date butoir au mois de décembre et à cette date-là, l'AMF a eu trop de dossiers, ils n'ont pas pu tous les gérer. Étant donné qu'on a déposé notre dossier en août 2020, donc il y a très longtemps, et qu'on a échangé avec l'AMF et qu'on a peaufiné notre dossier, on a eu une clémence de leur part, nous autorisant à continuer d'exercer avec les clients qu'on avait. Malgré tout, on n'a plus le droit de faire d'opérations marketing. On n'a plus le droit d'aller chercher de nouveaux clients jusqu'à ce qu'ils nous donnent le tampon final et qu'ils nous disent qu'on a le droit de continuer à développer cette activité. Et ils nous ont demandé une certaine période, donc on espère mi-janvier, fin janvier, voire au plus tard début février. Mais le truc, c'est qu'ils ont tellement de dossiers qu'ils n'arrivent pas à tous les gérer et on doit attendre le feu vert avant de relancer ces activités marketing.
On considérait que le chat n'était pas qu'un chat de support, puisque 90% des questions étaient des questions commerciales. Est-ce qu'on peut acheter ci? Est-ce qu'on peut acheter ça? Et donc c'est pour ça qu'on a coupé le chat sur le site Just Mining et qu'on espère le remettre dans les jours et les semaines qui viennent. En attendant, le support fonctionne toujours, et un client qui est sur Just Mining, qui a un problème, qui n'arrive pas à vendre un produit ou qui a un problème pour accéder à son compte déjà existant, il peut très bien contacter le support téléphonique ou encore par email et il va obtenir du soutien sur son compte. D'ailleurs, pour Just Mining, pour ceux qui sont clients, qui interagissent beaucoup avec la société et qui la connaissent, on a une page sur Trustpilot. Ça vous permet de donner votre avis et ça nous permet de nous classer, d'avoir un peu plus d'exposition sur Internet. Donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire positif, surtout si c'est ce que vous pensez du service. Ce serait vraiment cool. Je vous mets le lien dans la description. L'une des rares questions qui nous est parvenue par email. Bonjour Owen, je suis un de tes abonnés fidèles. À l'occasion de ton Ask Me Anything, j'avais une question que je me pose depuis un moment à te poser. C'est ce qui est écrit. Tu fais souvent un point de transparence à la fin de tes vidéos sur tes relations avec les projets que tu présentes. Ce que je me demandais, c'est comment ces projets te rémunèrent? Est-ce qu'ils te payent en euros ou est-ce qu'ils te donnent gratuitement des jetons? Si tu reçois des jetons, est-ce que tu les revends directement? Ces questions sont très personnelles, c'est pour ça que je t'envoie un email, parce que tu ne veux sûrement pas répondre en public. Je comprendrai d'ailleurs que tu ne me répondes pas. Blablabla. Sébastien. Alors, il faut faire un point, évidemment, cette question-là, bien que très particulière et très personnelle, elle concerne quand même la communauté. Ça dépend des fois. Certains projets, c'est une rémunération purement en euros. Il faut comprendre qu'il y a une société qui gère ça. Et ce qu'il faut comprendre sur cette société, c'est que ça dépend des contrats qu'elle a. C'est-à-dire que soit elle a mis une vidéo, c'est-à-dire que c'est la chaîne YouTube Asher qui sponsorise, il y a une équipe qui travaille le script, qui approfondit le projet, qui rédige ce script-là à mes côtés, il y a une équipe de monteurs, on met la vidéo en ligne et je dois juste couvrir les frais de production. Et à ce moment-là, généralement, c'est un paiement en euros, parfois une partie en token que je revends tout de suite ou au fil du temps. Après, des fois, il y a d'autres types de contrats. Des fois, c'est des projets qui disent « Ok, c'est du marketing, on a besoin du marketing, on a besoin d'être vu en France. C'est pas uniquement sur ta chaîne YouTube. » Et à ce moment-là, moi, j'ai un budget. Mais pas que pour moi. J'ai un budget pour moi, j'ai un budget pour les médias, j'ai un budget pour d'autres influenceurs. Et à ce moment-là, je dois payer ces influenceurs. Et donc, je dois avoir utilisé ces fonds, donc très souvent, je demande des euros pour payer ces influenceurs, et il peut y avoir derrière de l'affiliation ou encore des tokens. Et en fonction du besoin que j'ai, je vais vendre plus ou moins de tokens. Et il y a une toute dernière case dans laquelle ça m'arrive de prendre uniquement des tokens, c'est quand c'est pour avoir le droit d'investir. Certains projets vous proposent des private sales, donc vous pouvez investir à un meilleur prix au meilleur moment dans un jeune projet. Mais en échange, le projet te propose un 50-50. En gros, tu investis à un prix intéressant, mais en échange, tu dois les aider à se faire connaître, tu dois présenter ça à des médias, tu dois leur donner de l'exposition marketing. C'est comme ça que fonctionnent 90% des projets qui sont notamment listés sur Uniswap ou sur les échanges décentralisés. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que très souvent, au moment où le token est listé, non seulement j'en ai eu parce que moi j'ai investi, mais du coup, j'ai payé des médias, j'ai payé d'autres influenceurs, donc j'ai dépensé de l'argent pour avoir le droit d'investir. Et donc, j'ai dépensé de l'argent pour avoir un prix préférentiel, bien entendu. À ce moment-là, quand le token sort et qu'il est surévalué, généralement, on en vend une bonne partie ou une grosse partie pour pouvoir non seulement payer les influenceurs, en plus de ça, payer tous les frais de montage qu'il y a eu et tous les différents partenaires qu'on a mis sur le deal, et en plus de ça, essayer de générer une plus-value, puisque c'est le but de l'opération. Et donc ça dépend vraiment des cas, mais il n'y a pas une seule bonne réponse. Ça va dépendre du projet, de ses besoins à lui, et également des moyens qu'il a pour payer. Des fois, ils peuvent payer qu'en token parce qu'ils n'ont pas encore de fonds, et également des besoins financiers qu'on va avoir pour générer toute la campagne marketing pour faire connaître ce projet en France, en général. Une question sur Instagram, bientôt coté en bourse. Je ne sais pas de quelle société tu parles, mais coté en bourse, c'est encore une étape après. Vraiment, on a un peu de marge. Bonjour, je vais acheter une masternode et du stacking chez vous. Je me demandais quelle est la charge de travail. Alors, le stacking, ça va dépendre. La plupart du temps, on doit monter un opérateur, c'est-à-dire un nœud sur lequel les gens vont pouvoir déléguer. C'est ce qu'on a fait par exemple sur Kava, c'est ce qu'on a fait sur Atom, c'est ce qu'on a fait sur Iris, etc. Et donc à ce moment-là, il y a beaucoup de travail pour monter le nœud. Après, quand le nœud fonctionne, globalement, on a juste à déléguer les tokens des clients dessus. S'il y a une mise à jour, là, il y a du travail, mais ce n'est pas propre à chaque client en réalité. Sur les masternodes, là, c'est déjà plus individuel. Dès que c'est une masternode intégrale, chaque client qui achète une masternode, on va prendre un serveur informatique, le configurer, le connecter à un wallet qu'on va sécuriser et faire tourner son propre nœud. Il y a pas mal de plateformes qui vont déléguer les tokens de leurs clients sur d'autres sites internet. Nous, on essaye de travailler au maximum. On est à plus de 80% des fonds clients qui sont travaillés sur des nœuds et sur des serveurs qu'on a nous-mêmes montés parce qu'on veut cette compétence de gestion technique. Et ça nous permet également de négocier des deals avec les projets.
le projet Elrond n'aurait pas été intéressé par bosser avec nous si on lui disait pas qu'on allait nous-mêmes monter les serveurs et qu'on allait avoir un uptime et des serveurs informatiques très pertinents, très performants, qui allaient pouvoir maintenir le réseau Elrond avec son degré de rapidité, de scalabilité et d'uptime qu'il a aujourd'hui en fait. Donc ça dépend vraiment, mais globalement, il y a un peu plus de charge de travail pour les masternodes que pour le stacking. Voilà, c'était Asher, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que ça peut être intéressant d'en refaire une, peut-être tous les 3, tous les 4 mois, pour répondre aux questions auxquelles les gens se posent le plus en ce moment. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de poser des questions. Désolé aux gens à qui on n'a pas répondu parce qu'ils sont vraiment très nombreux. Et la prochaine fois qu'on fait ça, on va essayer de revenir encore une fois sur les questions les plus pertinentes pour apporter une réponse au maximum de gens. J'espère vraiment que le Bitcoin va continuer sa course. Je vais avoir un rythme de vidéo un petit peu plus soutenu. D'ailleurs, entre nous, je pense que on va franchir les 200 000 abonnés très rapidement, étant donné qu'on est à 199 000. Et l'événement des 200 000 abonnés sera un live. Je vous mets également dans la description un petit peu plus de détails. Je pense que ce sera un live Twitch. On a préparé ça depuis un petit moment, mais ça fait presque 6 mois que j'ai pas le temps, donc on n'a jamais fait de live. Et tant qu'à faire un live pour les 200 000 abonnés, les fêter ensemble et pourquoi pas répondre à d'autres questions. Mais j'ai également 2-3 petites surprises pour vous. On se retrouve à très bientôt sur ma chaîne YouTube, mais suivez le YouTube Community ou également mon Twitter et mon Instagram. Si on fait le live, on mettra toutes les informations pour le rejoindre sur ces différents réseaux. Et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo ou lors de ce live des 200 000 abonnés. C'était Asher et j'espère que cette vidéo vous a plu. Au revoir. Salut tout le monde, on se retrouve pour cette 3e vidéo. Dans cette vidéo très courte, je vais vous apprendre comment obtenir une première adresse Bitcoin ou alors une première adresse de crypto-monnaie. Là, on voit que sur un week-end, je fais 0,18804 Ethereum. Après, vous allez voir le cours de l'Ethereum. Ethereum EER, donc pour savoir combien d'euros coûte un Ethereum. Vous prenez le premier site qui passe, généralement ils sont fiables. Et ça vous donne le prix d'un Ethereum. Un Ethereum est à 11,37 €. Vous le voyez ici. J'ai bientôt 400 abonnés, alors ça fait 1 mois et demi qu'on a ouvert la chaîne, donc un bon succès, je suis content. Je sais, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, bon, les partiels et tout, je vous avais expliqué un petit peu sur les réseaux sociaux. La police, c'est du blanc sur blanc, faut qu'on arrange ça. On a modifié le site hier, hein, pour ceux qui connaissent bien le site. C'est l'annonce du projet Just Mining. Alors on l'a appelé comme ça pour plusieurs raisons, simplement parce qu'en français ça fait juste miner, d'accord. Et ensuite, car en français c'est également juste dans le sens où c'est équitable. C'est parti, les précommandes de Just Mining sont maintenant disponibles. Bonjour à toutes et à tous, c'est Asher, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo que je vous avais promis. Une journée entièrement à New York, on va essayer de vivre, du moins d'évoluer et d'utiliser que des monnaies virtuelles. J'ai rencontré un manufactureur et il m'a fourni des vagins artificiels, d'accord, que j'arrivais à les obtenir pour 15 ou 20 € pièce et je les revendais à 75 ou 100 €. Je donne mon avis sur l'interview de 2 minutes du ministre de la Finance et de l'Économie, Bruno Le Maire. Ceci est un clap. Donc il y a eu une baisse d'environ 11% sur le Bitcoin. Suite à votre demande sur les différents réseaux sociaux, on se retrouve au CES de Las Vegas. Et j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux. J'ai ouvert une chaîne YouTube, j'ai commencé à vulgariser, j'ai commencé à me filmer, j'ai commencé à partager des vidéos, du contenu que je faisais. Mon objectif était très simple, expliquer à tout le monde qu'est-ce que la blockchain et les crypto-monnaies. Je pense que cette vidéo-là, c'est autant ta fierté que ma vidéo d'il y a 2 ans où je dis aux gens d'acheter de l'Ethereum, quoi. C'est de l'Ethereum à 5 balles, ouais. À 5 balles, il est monté à 1500, ouais, tu m'étonnes. C'est un pari réussi. On a réussi à payer en Bitcoin. Et maintenant, plus que vous dire quel software ou quel hardware acheter, je vais carrément vous dire où laisser votre argent. Où laisser votre argent, c'est exactement ça. J'ai l'impression que c'est une 3e évolution commerciale. On est en train de rentrer dans un nouveau monde économique et une façon d'échanger cette valeur. Aujourd'hui, une vidéo particulière puisque c'est la vidéo des 100 000 abonnés. Merci, mais on va quand même terminer sur une question crypto parce qu'il y a des gens qui sont là pour ça. Hein. Ah ouais, et ils sont déjà en train de me tirer dessus parce que ça fait 15 minutes on n'a pas parlé de crypto. Il donne de nombreux détails mais n'a strictement aucune preuve d'avoir échangé avec Satoshi Nakamoto. Aujourd'hui, la plupart des investisseurs et la masse s'accordent à dire que le bull run commence, le Bitcoin s'envole et la plupart des crypto-monnaies vont suivre dans une hausse complètement démesurée dans les mois et dans l'année qui vient. Le Bitcoin explose. 34 200 $ à la minute où je vous parle et il s'est rapproché des 35 000 $ dans la nuit. En prison? Non, 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 non. La réponse officielle, je sais pas. Je vais continuer à bosser. Je me vois toujours sur YouTube, c'est le but. Après, ça dépend comment ça évolue, bien entendu. Je suis entrepreneur, je me vois à la tête de plusieurs projets. Si j'arrive à tenir tout ça, parce que c'est mon rêve, c'est ma passion. C'est comme ça que je m'amuse. Il y en a, ils se lèvent le matin pour aller bosser. Moi, je me lève pour bosser
dans mes projets et me faire plaisir, tout simplement. N'oubliez pas, vous n'êtes absolument pas obligé de cliquer sur le pouce bleu, même si ça fait plaisir à des gens dans le monde, c'est pas qui, ça fait du bien. Abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram. Comme d'habitude, ils sont dans la description, vous le savez très bien, et vous pouvez me questionner n'importe où, je réponds à tous les commentaires, tous les messages Facebook, tous les messages Twitter et tous les messages sur Instagram. C'était Asher, j'espère que cette vidéo vous a aidé et on se retrouve à très bientôt. Au revoir.